à cette soirée qui se situe au carrefour des droits des femmes, comme vous le savez, et qui est consacrée aux travailleuses domestiques pour ce soir-là. Donc, merci à Point Culture de nous accueillir ce soir et puis pour d'autres rencontres qui sont encore à venir. Et merci particulièrement à Jean-Grégoire Muller et à Alexandra Garin qui nous accompagnent dans ce projet. Et d'où ça vient ce projet justement de rencontre au carrefour des droits des femmes? C'est un projet qui se situe à l'occasion des 40 ans, donc de l'anniversaire des 40 ans, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF. À l'occasion de cet anniversaire, on avait lancé en 2019 une série de rencontres pour faire connaître cette convention au public et pour faire connaître les revendications féministes en matière de droits des femmes. Donc ça, c'est l'objectif derrière ce projet. Et forte de cette première expérience, on a décidé de reprogrammer avec Point Culture une série de rencontres et pour mettre en avant des revendications qui touchent différents domaines, emploi, droits sociaux, santé, justice, droit civil, droit culturel, droit familial. N'hésitez pas à découvrir cette convention. Le but de cette convention, c'est de défendre spécifiquement l'accès des femmes à tous leurs droits et à toutes leurs libertés telles qu'énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est une convention qui est venue compléter des lacunes dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des lacunes, là je me permets de dire, qui sont quand même assez conséquentes quand cette déclaration s'appelle universelle. Voilà, mais ça permet aussi, c'est une convention qui permet aussi d'affiner la lecture des discriminations directes et indirectes rencontrées par les femmes dans de nombreux domaines. Et elle a pour ambition de garantir aux femmes le plein exercice de tous leurs droits humains. Et elle va plus loin aussi, puisqu'elle souligne la position spécifique que peuvent avoir les femmes dans la société. Et oui, je l'ai dit, l'objectif de ces rencontres, c'est de mettre en avant des prises de position féministes qui touchent aux différents domaines de cette convention. Dans ces rencontres, on s'associe à d'autres associations de femmes. Nous, c'est Vie Féminine, donc nous nous associons à d'autres organisations de femmes qui partagent des positions proches ou des grilles de lecture communes. Les grilles de lecture, j'entends quoi? J'entends la prise en compte de l'imbrication des rapports de pouvoir, tout particulièrement patriarcaux, racistes et liés au capitalisme et à la précarité vécue par les femmes. Donc ces rencontres, on les veut un espace de partage, de débat sur ces positions, mais aussi d'information mutuelle. Et j'espère que ce sera le cas ce soir. Et vous trouverez sur les réseaux sociaux et sur des petites cartes comme celle-ci, le programme des rencontres à venir, puisqu'il y en aura encore 3 autres jusqu'à juin qui vont suivre ce soir. Mais ce soir, la rencontre s'intitule « Les travailleuses domestiques, une catégorie professionnelle qui a des droits comme toutes les autres ». Donc c'est sous forme d'affirmation, mais on va pouvoir aussi questionner cette affirmation dans le contexte actuel. La CEDEF, la fameuse Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, elle invite les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les discriminations à l'égard des femmes en matière d'emploi, de sécurité sociale et de formation professionnelle. Ça, c'est dans l'article 11. Et c'est dans la lignée de cet article que nous organisons cette soirée. Et pour le programme de cette soirée, je vais commencer par partager quelques constats sur la situation actuelle en Belgique des travailleuses domestiques, aiguillée par la lecture politique de Vie Féminine. Moi, je suis coordinatrice nationale au sein de Vie Féminine. Et puis ensuite, nous allons pouvoir donner la parole à nos invités, la Ligue des travailleuses domestiques, qui se présenteront à ce moment-là et sont venus avec un petit film qui s'appelle « Vos toilettes propres, nos propres papiers » qu'elles ont réalisé.
Elles nous présenteront également leurs revendications et je reprendrai la parole pour partager avec vous des revendications et analyses supplémentaires avant qu'on ait un échange tous et toutes ensemble. Donc ça, c'est le programme de ce soir. J'espère qu'il vous conviendra. Alors, pour ma première prise de parole, ce que je propose ici, c'est de dresser un rapide aperçu du travail domestique comme emploi, aujourd'hui en Belgique. Alors, peut-être en préambule, je dois préciser ce que j'entends par travail domestique quand je parle d'emploi, parce que le travail domestique, il n'est pas limité à l'emploi. Le nettoyage, le soin des enfants, d'autres personnes dépendantes, des personnes âgées, l'entretien de la maison, l'entretien du jardin, etc. Toutes ces tâches, non, ne se limitent pas à l'emploi, mais dans certains cas, certaines de ces tâches sont déléguées à des personnes extérieures dans le cadre d'accords de type un contrat qui peut être écrit mais qui est parfois oral, qui est formel ou non, et généralement contre rémunération, une rémunération qui peut être aussi, qui peut être financière, mais qui peut aussi être en nature contre du logement, contre des repas ou répartis entre les deux. Et ça, c'est la définition de l'OIT. L'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, et l'OIT souligne que dans le monde, 80% des travailleurs domestiques sont des travailleuses et que le nombre de, du coup, travailleuses et travailleurs domestiques est en augmentation dans toutes les régions du monde. Et ça, c'est le cas aussi en Belgique. Alors, derrière cette définition, en Belgique, il y a une multitude de situations. Et je vais ce soir en épingler 3. La première, est-ce que vous saviez qu'en Belgique, à côté du statut d'employé et du statut d'ouvrier-ouvrière, il existait le statut de domestique. Que jusque 2015, il était possible pour des travailleuses, dans ce cadre-là, de faire une carrière complète, entièrement légale, déclarée, et de se retrouver sans droit à la pension au final. Donc, c'est qui derrière ce statut? Alors, des femmes, donc je suis tombée sur une estimation autour de 80%, qui travaillent de 80% des personnes dans ce statut, qui travaillent dans des familles aisées, qui les emploient directement, souvent des travailleuses logées sur place, mais c'est aussi possible d'être travailleuse ou travailleur externe et de travailler alors pour une ou parfois 2, 3 familles. En général, ce sont des longues plages horaires et plusieurs jours par semaine, et qui accomplissent plein de tâches, du ménage au repas, en passant par les enfants, par la garde et les soins aux enfants. Et quelque part, c'est une prolongation des bonnes à tout faire, des cuisinières, des nounous du 19e siècle. Et ça, ce que je trouve important, c'est que clairement, c'était dès le départ ancré comme un sous-statut, puisque rien qu'au niveau de la protection sociale, on a créé un statut à part pour pouvoir permettre des dérogations, de faire moins là-dessus. Et il y avait d'autres dérogations aussi par rapport au droit du travail, comme le fait de ne pas toucher de primes, contrairement à d'autres dans des secteurs très proches. Pas d'interdiction du travail de nuit, possible de descendre en dessous d'un tiers-temps si on embauche quelqu'un à temps partiel, des heures supplémentaires qui ne sont pas limitées, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais le tout sans compensation pour cela. Donc là, la grille de salaire, c'est le salaire minimal légal, avec aussi des déductions si la personne est logée sur place, si elle prend ses repas sur place. Donc ça, c'est déduit du salaire. Alors, j'ai dit, je ne sais pas si vous avez été attentif, j'ai dit exister, car actuellement, c'est en plein changement tout ça. Donc il y a eu l'OIT, toujours, l'Organisation internationale du travail, qui a passé une convention pour le travail décent pour le personnel domestique, elle s'appelait.
et sous pression de l'OIT, ça a permis de supprimer en tout cas les dérogations par rapport à la protection sociale, donc le fait qu'on ne devait pas payer de cotisations sociales pour ces travailleuses domestiques. Et il y a eu aussi en Belgique une loi, la loi sur le statut unique, qui essaye d'aligner le statut d'ouvrier, ouvrière et d'employé, employé, juste employé eux. Et du coup, suite à cette loi, il y a aussi plein de changements qui sont en cours. Donc, les choses bougent, mais attention, ça ne veut pas dire que les emplois disparaissent pour autant. Et la plupart de ces emplois sont repris dans la CP, donc la Convention paritaire 323, où on trouve, donc je suis allée vérifier juste avant ce soir, les fonctions domestique nettoyage, domestique travaux ménagers et domestique garde d'enfants. Là, ce sont les intitulés exacts qui datent de 2020, ici, de ce début d'année. Voilà, ce que je veux dire au niveau de ce statut de personnel domestique, il est réservé à des personnes qui sont autorisées à séjourner, à travailler en Belgique. Donc, il y a quelques personnes, donc les personnes qui sont autorisées, c'est-à-dire soit des personnes belges, soit des ressortissantes de pays de l'Union européenne, et il y a quelques étrangères hors Union européenne qui peuvent travailler dans ce statut avec un permis B, un permis qui est limité dans le temps et limité à cet emploi bien précis et qui est difficile, particulièrement difficile à obtenir. Alors, je vais très vite, mais c'est pour vous donner un aperçu global. Et je voulais pointer aussi ici un cas particulier à ce niveau, c'est celui des travailleuses domestiques pour des personnes diplomates. Et ça, c'est particulièrement important à Bruxelles, où il y a pas mal d'ambassades, de consulats qui sont présents. Et là, ce sont des femmes étrangères, la plupart des femmes étrangères hors Union européenne, qui viennent travailler au service d'une famille diplomatique. Et l'autorisation de travail est demandée par leur employeur et dépend de leur employeur. C'est-à-dire que si ça se passe mal ou qu'elles sont licenciées, elles perdent à la fois leur autorisation de séjour et leur permis de travail. Donc on est là aussi sur un lien de forte dépendance. Pendant leur contrat de travail, on est bien dans un contrat de travail là aussi légal en Belgique. Elles dépendent du droit belge, mais même après des années, en plus ces contrats elles peuvent enchaîner plusieurs contrats, mais même après des années passées à travailler en Belgique tout à fait légalement, elles n'ont accès ni au regroupement familial, ni à un droit de résidence durable. Donc une fois que le dernier contrat s'arrête, pas de possibilité de rester légalement, en tout cas. Donc ça inscrit en fait des trajectoires migratoires forcément dans la précarité. Ça, c'était le premier focus que je voulais faire. Le deuxième focus, j'ai dit qu'il y en aurait 3. Le deuxième focus que je souhaite mettre en avant, j'imagine que vous le connaissez. Je crois que tout le monde connaît les titres-services. C'est un secteur qui est en pleine floraison depuis maintenant quelques années en Belgique. C'est 145 000 aides ménagères en Belgique qui travaillent dans ce secteur. C'est 1 million de ménages qui utilisent les titres-services. Donc, j'ai trouvé que c'était 22% de la population belge. Donc, c'est assez énorme. Et là, alors, ce sont à nouveau des travailleuses. À 98% des personnes qui travaillent dans le système des titres-services sont des travailleuses. Donc, qui sont embauchées par une société agréée, publique, privée, beaucoup d'intérim, et qui viennent faire quelques heures de ménage chez des particulières, des ménages moyens, comme on dit. Donc on n'est pas on n'est pas dans des classes très aisées comme dans le cas précédent. Attention, ici, la garde d'enfants n'est pas autorisée, mais c'est des activités de ménage, de repassage, parfois préparation de repas.
Et les clients-clientes payent avec un chèque de 9 euros et il y a un subside public qui vient compléter. Alors, les travailleuses, les travailleuses domestiques en titre-service, à 46%, ce sont des femmes peu qualifiées, mais pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont orientées vers le système des titres-services quand elles se trouvent au chômage, surtout avec l'activation, quand on passe des rendez-vous et qu'on ne trouve pas d'emploi, il y a une orientation qui se fait de manière plus ou moins forcée. Des femmes en recherche d'emploi aussi, parce que là, il y a de l'emploi. Et à Bruxelles, la majorité sont de nationalité autre que belge. Mais là encore, ce que je voulais souligner, et je crois que c'est assez éclairant par rapport au statut précédent, c'est que dès le départ, ça a été pensé comme un sous-statut. Malgré le fait que ce soit une politique publique avec de gros budgets derrière. Pourquoi ? Parce que dès le départ, il y avait plein de dérogations au droit du travail qui ont été introduites. Le fait de pouvoir enchaîner plein de CDD, de travailler moins d'un tiers-temps. Ce sont aussi des travails où la grille salariale, ce sont des salaires minimes. Et l'ancienneté est même limitée à 4 ans. Et donc, il y a eu plein de mobilisations ce début d'année des travailleuses du secteur pour essayer d'obtenir des avancées obtenues partiellement à ce niveau-là. Mais dans des emplois où il y a peu de possibilités de progression, une ancienneté limitée à 4 ans, forcément, ça plonge ça maintient dans une précarité financière. Et le temps partiel aussi est quasi obligatoire. Et ça, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, la grande majorité des travailleuses le sont à temps partiel parce que le temps plein est quasi impossible. Les trajets sont nécessaires. Le travail est dur et la norme de travail décidée a été celle de 38 heures. Donc, ça s'est resté. Donc, à nouveau, moi, je parle de traitement de défaveur qui a été fait pour ces travailleuses dans un secteur qu'on pouvait penser directement ciblant des travailleuses femmes et particulièrement des travailleuses peu qualifiées. Je m'embrouille un peu dans mes papiers, mais oui, j'avais dit 3. Donc ça, c'était mon deuxième. Et à côté de ça, ma troisième focus, qui va aussi permettre de faire une correspondance avec nos invités, c'est que le troisième focus que je veux faire, c'est sur le travail. Travail au noir, travail illégal, il y a beaucoup de choses et des situations différentes aussi derrière ces mots et qui se situent donc à côté de ces deux-là. Et là, je vais tout de suite me corriger parce que j'ai dit à côté, mais en réalité, ce n'est pas à côté, c'est pas parallèle, c'est bien souvent mêlé. Mêlé parce qu'il y a des travailleuses domestiques, notamment dans les statuts dont je viens de parler, qui complètent leur travail légal par quelques heures au noir. Il y a des clientes qui demandent aussi de travailler en complément au noir pour diverses raisons. Il y a aussi de nombreux passages du travail légal vers le travail illégal clandestin ou vice-versa. Par exemple, quand on arrive à la fin d'un emploi de domestique diplomatique, quand son contrat se termine, certaines restent et passent alors dans l'illégalité. Oui, ça, j'ai pas évoqué ce statut, mais je pense aussi à des femmes qui viennent avec un statut de jeune femme au pair, et là aussi, limité dans le temps, et si ça se passe mal ou à la fin de celui-ci, peuvent se retrouver à travailler de manière illégale. Des personnes qui perdent leur permis B, puisque celui-ci est aussi limité dans le temps et a un type d'emploi bien précis. Si ça se passe mal dans l'emploi, si on veut le quitter, si on doit le quitter, voilà. Et je disais le contraire, ça se peut aussi qu'on travaille de manière illégale et qu'on arrive, c'est beaucoup plus difficile dans ce sens-là, mais à obtenir un permis B, un permis de travail pour la Belgique. Et du coup, on change de statut où
c'est arrivé par le passé, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, suite à une régularisation aussi des personnes sans papier, donc là-dessus. Mais voilà, pour certaines, par contre, il n'y a pas d'autre choix que le travail illégal. La demande est là, dans la société belge, il y a des rythmes de vie qui s'accélèrent, il y a les emplois classiques qui demandent de plus en plus de flexibilité et des ménages et des particulières qui souhaitent se dégager des tâches domestiques, et il y a peu d'investissement dans des services sociaux, des services collectifs ou d'investissement public dans d'autres formes. Mais à ce sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque la Ligue des travailleuses est là. Je ne vais pas parler à leur place et elle parle beaucoup mieux que moi. Et moi, je reviendrai plus tard. Mais je veux terminer en soulignant qu'il y a quand même des traits communs qui se dégagent de tout ça. Je reviendrai dessus plus tard. Mais un dénigrement et une déconsidération du travail domestique, la faible rémunération, une invisibilité du travail et d'autres, on y reviendra plus tard. Et je pense que je vais laisser la parole à Naïma, si ça te va, parce que tu vas nous introduire qui est Qu'est-ce que la Ligue ? La Ligue. Ah, super. Okay. Merci. Bonsoir tout le monde. En fait, la Ligue, c'est un ensemble de travailleuses domestiques migrantes sans papier qui sont venues de Maroc, Pérou, Colombie, Équateur, Brésil, Congo. Elles sont ici pour travailler, pour changer leur situation parce que leur situation dans le pays d'origine n'était pas bien. Ils sont venus ici pour travailler et pour changer leur situation en meilleur. En fait, la Ligue fait partie de la communauté des travailleuses travailleurs et travailleuses avec et sans papier de la CSC Bruxelles. Et cette Ligue, ça a été créé, ça fait 2 ans. Et notre objectif, c'est faire campagne pour la régularisation des travailleuses et travailleurs sans papier, avoir des conditions de travail meilleures. Et dans ce cadre-là, la Ligue a réalisé un film qui reflète la réalité de ces travailleuses domestiques au domaine de leur travail et comment et leur expérience qui vit ici au Bruxelles. Et merci. Voilà, on vous propose de voir ce film et je vois que Philippe est prêt derrière les manettes. Merci d'être venu avec ce film déjà. Merci à vous. Merci d'être venu déjà avec ce film encore plus. Et voilà, donc il y a Lise qui nous rejoint. Merci. Et Magali en soutien. C'est ça ? La traduction, oui. Pour la traduction. Alors, je te laisse poursuivre. Merci. Bonsoir. Je vais parler en espagnol parce que normalement c'est mon langage maternel. Moi, j'aime bien le français, mais je suis en train d'améliorer chaque jour. Hola, buenas tardes. Después de ver las dificultades que narra la película. Bonsoir. Donc, après que vous ayez vu le film où on voit les difficultés des travailleuses. Todas nuestras reivindicaciones o las peticiones que hacemos se basan en un marco jurídico. Alors, donc, toutes les revendications que nous faisons, elles se basent dans un cadre juridique. Es la aplicación de la Convención Internacional C-189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Alors, c'est dans le cadre d'une recommandation qui s'appelle la C-189, donc, qui est une convention de l'Organisation internationale du travail.
ratificado por Bélgica en 2015 contra la explotación de las trabajadoras domésticas. Alors, donc, qui a été ratifié en 2015 par la Belgique et qui, en fait, exige ou lutte contre l'exploitation des travailleuses domestiques. Donde dice claramente la posibilidad de poner una queja o poner una demanda y de estar protegidas durante todo proceso que demande una transposición a la directiva europea en el artículo 13 de la línea 4 y en la legislación nacional belga, que permita darle un derecho a un título, a un permiso durante todo este proceso que la persona hace una demanda. Alors, donc, dans le cas de cette 189, il y a notamment une transposition qui n'a pas été transposée d'une directive européenne qui s'appelle voilà, l'article 13 de l'alinéa 4 qui permet en fait de protéger les personnes lorsqu'elles portent plainte et qu'elles puissent avoir un permis de séjour pendant toute la durée de la procédure judiciaire contre les patrons. Bueno, aquí adjunto algo, un comentario personal. Es muy difícil que tú trabajes para una familia o una persona, que veas la injusticia y que no puedas poner la queja. Existe la ley, mas no se aplica. Okay. Donc, ce qu'elle explique à titre personnel, c'est que quand on travaille dans une famille et qu'il y a des situations injustes, c'est très difficile de porter plainte, même si la loi existe. Je précise au niveau européen, pas au niveau belge. Nuestras reivindicaciones y exigencias o lo que se quiere llegar es solicitar un salario mínimo legal justo. Alors, donc, toutes nos revendications, la première chose que nous exigeons, c'est un salaire minimum, un salaire juste. Las vacaciones pagas. Donc, les congés payés. Horarios suplementarios pagos, horas extras pagas. Donc, toutes les heures supplémentaires payées. Horarios estables de trabajo y trabajo estable. Donc, des horaires de travail stable et un travail stable. Acceso a una seguridad social. Donc, un accès à la sécurité sociale. Y para aquellas mujeres que han trabajado 10, 20, 15 años por una familia, una organización en esta área, como es la limpieza, que tengan el acceso a una regularización. Y también pedimos que se reconozca todos los años por los cuales han trabajado y acceso a una pensión. Okay. Donc pour toutes les femmes qui ont travaillé 15 ans, 10 ans, 20 ans comme travailleuses domestiques, qui aujourd'hui ont des papiers, mais toutes ces années de papiers réguliers, elles ne sont pas reconnues pour la pension. Donc la Ligue des travailleuses domestiques exige que toutes ces années travaillées sans papier, elles puissent être reconnues aujourd'hui pour qu'elles puissent construire leur pension. La Liga de Trabajadoras Domésticas y todas las mujeres que hacen un trabajo duro, invisible, exigimos la regularización de nuestros derechos y nuestra dignidad. Alors donc, pour tous nos travailleuses domestiques qui faisons un travail difficile, nous exigeons la régularisation de nos droits. Ya que nosotros cubrimos la falta de personas o de trabajadoras que hay en el área de cuidado. Alors donc, par ailleurs, nous pallions en fait la pénurie dans ce travail, donc pénurie de travail domestique. Como la falta de las personas que cuidan a los niños, a las personas enfermas y a las personas mayores incapacitadas. Donc le travail de s'occuper des personnes âgées, des enfants et des personnes handicapées. Que nosotras tengamos o no tengamos papeles, nosotros reclamamos el reconocimiento y la utilidad de lo que es este trabajo, que es como la limpieza, el cuidar los niños, y que por lo tanto sigue siendo un trabajo desvalorizado y un trabajo invisible. Alors, qu'on ait des papiers ou pas des papiers, ce que nous exigeons, c'est la reconnaissance de ce travail utile, pénible. Finalement, nous voulons la régularisation pour avoir accès à nos droits et la dignité
Como Ligue de Trabajos Domestiques, nous combattons en solidarité avec tous les sans-papiers. Merci Pas besoin de beaucoup. traduction. Voilà. Merci. Et je tiens à ajouter que vous m'aviez demandé de venir avec votre manifeste. Et donc ça, c'est un document qui est déposé ici et que vous pourrez prendre en partant. J'ai aussi apporté. Ah, vas-y. En fait, il y a eu un atelier collectif d'écriture qui est un très, 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 très beau texte. Et donc, j'ai fait une copie du papier. Ce qui serait mieux, c'est d'acheter le hors-série d'Axel. Mais si vous ne voulez pas l'acheter, j'ai un article qui est dans le hors-série donc de janvier-février, c'est ça. Voilà, donc je dépose aussi quelques articles, mais vous pouvez aussi le voir en beaucoup plus belle mise en page, avec du papier glacé, avec des belles photos. Donc, je vous invite aussi à parcourir le magazine. Merci. Et alors, pour Vie féminine, donc merci à vous d'être ici ce soir. Pour Vie féminine, nous soutenons les revendications de la Ligue des travailleuses domestiques. Et j'avais dit que je voulais revenir à la fin de cette rencontre sur certains points qui me semblent être des transversales en fait derrière ces différents statuts. J'en ai cité quelques-uns brièvement tout à l'heure. Et le premier que j'avais cité, c'était le dénigrement et la déconsidération du travail domestique accompli. Et ça se traduit notamment par des entorses aux droits du travail quand on est dans des statuts les plus légaux possibles. Donc on peut voir, et le film le montrait bien aussi, la dégringolade qui est possible quand on sort de ce cadre-là. Et moi, ça m'impressionne vraiment comment ça peut être inscrit, même sans scrupule, dans des législations, des politiques, de faire des exceptions, des entorses. On se permet ça pour ce type de travail, ce qui en dit long sur la perception, encore aujourd'hui, des travailleuses domestiques dans notre société et du travail domestique plus largement. Et parfois, c'est justifié avec des discours... parce qu'il n'y a pas d'autre choix. De toute façon, c'est mieux que rien. Mais non, enfin, on ne peut pas permettre ça. Ça traduit aussi forcément une vision sexiste. On se permet ça parce que ce sont des femmes, parce qu'elles sont peu qualifiées ou parce qu'elles n'ont pas accès à autre chose de par la non-reconnaissance de leur qualification, de par leur statut ici en Belgique. Et là, il y a vraiment on porte vraiment des revendications à tirer tout vers le haut et ne serait-ce que vers ce qui se passe dans d'autres secteurs, dans d'autres emplois. Un point commun aussi, c'est la faible rémunération, là aussi avec des grandes différences selon le statut dans lequel on est, et parfois même qui va entraîner des concurrences entre statuts de par ces faibles salaires. Donc même des travailleuses vont être mises en concurrence entre combien elles coûtent. Et ça renvoie à nouveau au peu de valeur qui est accordée. Ça fait écho sans doute au travail gratuit des femmes dans la sphère domestique, parce que le travail domestique n'est pas limité à l'emploi, loin s'en faut. Et ça se reflète si on compare avec un travail gratuit. Dès qu'on donne des miettes, est-ce que c'est bien ? Sans doute que pas. Et une logique aussi raciste et classiste, mais ça je l'ai pointé là avant. Et là-dessus, une des priorités, ce serait d'augmenter les salaires, pour reconnaître la valeur du travail qui est accompli. Dans le cadre des titres-services, reconnaître l'ancienneté, ça ce serait la moindre des choses. Une meilleure prise en charge, un meilleur paiement aussi des déplacements qui sont obligatoires dans le cadre des titres-services quand on passe d'un domicile à un autre. Et ça, il devrait être payé comme du temps de travail. Ce que je lis aussi derrière, ce qu'on lit à Vie féminine, c'est
une invisibilité du travail qui est accompli. Et là, en plus, dans le film, vous disiez rendre visible l'invisible. Donc, ça pointe les situations, mais ça pointe le travail lui-même. Et cette invisibilité du travail, en gros, en fait, je vais vous demander de tordre le cou à la fédulogie. La fédulogie, c'est une expression qui peut être positive, comme c'est une fédulogie, c'est bien, c'est positif. Mais une fédulogie, ça veut dire que le travail, il est fait par magie. Comme ça, c'est Samantha dans Ma sorcière bien aimée qui bouge son nez, puis hop, ça y est, c'est fait. Non, derrière, c'est du vrai travail, c'est des compétences qui sont mises en place, c'est de l'énergie qui est investie, c'est tout un travail aussi pour ne pas se détruire la santé. Et même en faisant tous ces efforts, on se détruit quand même la santé. Et cette représentation de la fédulogie, elle s'applique autant dans la sphère familiale aux femmes qui prennent en charge ces tâches-là. Donc c'est un des rôles traditionnels des femmes et un compliment adressé à une vraie fédulogie. On peut le reprendre pour soi-même aussi en tant que femme, mais derrière ça renvoie à cette magie. Et pourtant, ça rentre en grande contradiction avec les exigences auxquelles sont soumises les travailleuses domestiques, quel que soit leur statut, de par leurs clientes et clients. Les exigences, ça veut dire qu'on en demande énormément, on demande l'impossible, on va demander... en fait, et ça va être lié, qu'est-ce qui va être critiqué? On va voir le travail, en fait, le travail domestique et le travail ménager en particulier. On remarque quand il n'est pas fait ou quand il est mal fait. Quand il est mal fait par rapport à des exigences qu'on peut avoir très hautes, qu'on peut avoir irraisonnables. Et sinon, il est invisible et donc il ne peut pas être reconnu. Et donc, plus les exigences sont élevées, plus les critiques vont être sévères et ces exigences peuvent augmenter. Et dans le cadre de ménages aisés aussi, je pense vraiment que dans les conceptions, dans la manière d'habiter, il y a certaines choses qu'on n'aurait pas si on n'avait pas de travailleuses domestiques. On ne se permettrait pas d'avoir des superficies immenses à nettoyer. On ne se permettrait pas d'avoir la superbe baie vitrée qui va demander un travail... si moi, je dois nettoyer ça, je ne vais pas opter pour cette baie vitrée, je ne vais pas opter pour tel revêtement. Donc là, il y a vraiment une contradiction énorme à ce niveau-là. Autre chose qui est commun, et ça fait partie de la définition du travail domestique, c'est qu'il se passe à domicile. Et à domicile, le domicile, c'est... à cette limite entre ça appartient au privé des personnes qui y habitent, mais en même temps, c'est un lieu de travail. Donc, un lieu de travail, là, on sort, pour les travailleuses, c'est sortir de sa sphère privée, ça devient un lieu de travail, un lieu public, quelque part. Donc, il est sur cette frontière. Et cette frontière, elle va permettre, et cette frontière et les murs qui cachent ce qui se passe à domicile, ça va permettre encore plus d'abus, d'exploitation, de violences qui ont lieu, de violences sexuelles aussi et sexistes qui ont lieu entre ces murs et qui vont être renforcées si les travailleuses sont en situation encore plus fragile, en situation de dépendance, parce que notre statut de travail, notre statut notre possibilité, notre permis de travail, notre permis de séjour, dépendent de ce boulot-là, dépendent de ces employeurs-là. Ou parce que sans ça, sans eux, je n'ai rien. Si je perds ce travail, je ne m'en sors pas. Déjà avec ce travail, j'y suis à peine. Je m'en sors à peine. Et qui vont être renforcés par toutes les représentations racistes, sexistes, classistes. Et là, je crois que derrière le travail domestique, il y a plein de représentations tout un imaginaire collectif de la soubrette, la femme de maison. Tout à l'heure, je parlais des domestiques du 19e siècle. Il y a des choses qui restent aussi dans cet imaginaire. Et pareil, avant ce soir, je suis retournée voir, parce que j'avais été choquée. Il y a
quelques années, quand je commençais à m'intéresser au titre-service avec Vie féminine, à aller voir les visuels utilisés par les entreprises de titre-service. Et donc là-dessus, c'est pas le cas de toutes, mais il y a des représentations qui sont directement en clin d'œil avec celle-ci. On trouve aussi les faits. Les faits sont aussi présents. Il y a plusieurs même entreprises qui ont des noms de faits là-dessus. Et derrière ces murs et là, je crois que c'est des représentations qui sont communes, quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent les travailleuses, mais qui exposent encore à davantage de violence et d'exploitation. Et au sujet du domicile, le domicile, c'est aussi un lieu, je disais, à cheval entre le privé et le public quand il devient un lieu de travail, mais qui est un lieu de contrôle difficile. C'est très dur d'exercer des contrôles et c'est très dur aussi d'avoir un recours quand des choses se passent mal à ce niveau-là. À l'intérieur du domicile. Et là, on commence à se traduire au niveau des titres-services. Il y a un désengagement de sociétés employeuses par rapport à leur personnel. Donc là, des travailleuses nous ont relayé à avoir fait face à des agressions sexistes, à des violences juste horribles, de devoir être contrainte de ramasser des crottes de chiens ou des choses comme ça qui ne rentrent pas du tout dans les contrats, et de ne pas avoir le soutien des entreprises à ce niveau-là. Donc quel recours avoir, et les clientes qui se protègent. Et là-dessus, au niveau des violences sexistes et des titres-services, il y a une étude qui a été réalisée par la CSC Alimentation Service. C'est ça, je regarde en même temps. Il y a quelques années, il y a 2016, je pense, il y a 1 an et demi, et donc vous trouverez en ligne les documents qui se rattachent à cette campagne, et qui est assez frappante, mais en même temps pas si surprenante que ça. Je pense aussi au niveau de ces contrôles difficiles de ce qui se passe au domicile, et donc des clientes ou employeuses, à comment permettre une protection du personnel diplomatique. J'en ai parlé tout à l'heure. Là, il y a des choses qui pourraient être mises en place. On pourrait permettre, ces personnes sont en contact avec un guichet qui leur délivre leur permis de travail, leur carte S, ça s'appelle, permettre un accompagnement au sein de ce guichet, pour des possibilités de trouver aussi de nouveaux employeurs par ce biais-là. Aussi, une autre revendication à porter, c'est de distinguer l'inspection du travail et la police. On pourrait très bien organiser des inspections de ce qui se passe à l'intérieur des domiciles sans pour autant faire appel ou alerter la police quand ça se passe mal. Et là, on pourra en parler, comment le mettre en place, mais pour que si une situation est dénoncée, que la police, dans le cadre de personnes sans papier, ne se retrouve pas directement, ou l'Office des étrangers ne se retrouve pas directement dans la boucle. Comment penser ça, ou mettre en place des procédures, et ça vous le soulignez, je pense, en lien avec l'OIT. Enfin, Lise, je pense que c'est toi qui le soulignez, des procédures de protection le temps qu'une plainte soit en cours, et la prolongation aussi des permis au-delà de la fin du contrat, ou du licenciement, ou de quand on quitte, laisser un laps de temps pour permettre de trouver de nouveaux employeurs, employeuses. Autre chose, un autre élément que je voulais pointer aussi, c'est l'hypocrisie qu'il y a par rapport et ça on pourra peut-être y revenir dans les échanges, par rapport aux travailleuses domestiques qui viennent de pays du Sud. Je parle du Sud en termes politiques par rapport à l'Occident. À la fois d'être dans le besoin de ces services, et donc le besoin de personnes prenant en charge des services domestiques, et la non-acceptation en ne reconnaissant pas les métiers comme en pénurie, en rendant difficile l'accès au permis B.
en ne reconnaissant pas l'hypocrisie par rapport aux travailleuses du Sud, c'est aussi ce qui se cache derrière et ça on pourra peut-être le creuser par la suite, la chaîne du Caire, parce que c'est quelque chose aussi que vous travaillez beaucoup. C'est dans une chaîne du Caire, c'est donc ces travailleuses qui viennent prendre en charge ici nos besoins, nous, de société belge, de la prise en charge de nos enfants, de nos personnes vieillissantes, et de nos familles aussi, le soin de nos familles, en quittant, elles, leurs familles, qui seront prises en charge par d'autres personnes, souvent d'autres femmes, dans leur pays d'origine. Dans un contexte donc de vieillissement de la population, dans un contexte d'emploi de plus en plus demandeur de temps pour les personnes, pour les Belges ici en Belgique, de désengagement de l'État par rapport aux prises en charge collective et sociale du soin aux autres, et qui génère un fonctionnement à deux vitesses entre des femmes qui peuvent se permettre de déléguer, parce que c'est pas parce qu'on délègue que le partage dans les ménages, le partage des tâches et du soin, il est fait. Non, pas du tout. Il y a une étude, j'ai pas pris la référence, c'est François-Xavier Deveter. Il est français, donc c'est une étude en France. Il est de Lille, c'est pas très loin, qui a fait une étude là-dessus sur les couples qui déléguaient les tâches. Qu'est-ce qu'on fait des tâches qui restent? Parce qu'on ne délègue pas la totalité. Il y a les chèques services en France, un peu l'équivalent des titres services. Comment ça se passe? Ça n'entraîne pas forcément, au contraire, une meilleure répartition de ce qui reste. Ça, c'était une petite parenthèse, mais je voulais dire un fonctionnement à deux vitesses entre les femmes qui peuvent se permettre de déléguer et celles qui travaillent pour elles. Et à Vie Féminine, une revendication importante et que je vous laisserai découvrir parce que je l'ai prise et mise à disposition ici, c'est justement celle des emplois de qualité. C'est le titre de cette soirée, des emplois de qualité pour toutes et tous. Pour toutes, c'est aussi bien sûr les travailleuses domestiques qui sont des travailleurs comme les autres. Et là, ça passe par une autonomie financière individuelle, une protection sociale suffisante, vous l'avez aussi évoqué, et un équilibre pour les travailleuses et travailleurs des temps professionnels, personnels, familiaux et sociaux. Voilà, donc c'est quelques pistes que je voulais aussi partager avec vous. Et une dernière question que je veux vous renvoyer, c'est qu'ici, on a parlé du travail domestique donc à l'intérieur du domicile, je l'avais présenté en introduction, mais on pourrait élargir cette importance du travail de qualité à de nombreux autres emplois qui sont pris en charge en grande majorité par des femmes et qui sont en lien très fort avec ce dont on parle ce soir. Je pense au nettoyage dans des entreprises, pour des entreprises plutôt que pour des particulières et particuliers, pour des entreprises ou des professionnels, à tous les boulots de l'accueil de l'enfance à l'extérieur du domicile. Et ça ferait peut-être l'objet d'une autre rencontre ou de discussion. Voilà. Ça, c'est pour la fin de ce qu'on voulait vous partager avec vous. Et là, ça nous laisse un temps, vous voyez, pour qu'on puisse échanger, donc prendre si vous avez des réactions, des questions, des choses sur lesquelles vous voulez revenir, des précisions aussi. La parole est à vous, et on a même un micro, et je peux me charger de balader le micro. Je commence, voilà. Moi, j'ai une question à poser, je dois dire. Titre service, c'est bien, je connais. Je n'ai jamais utilisé parce que je n'ai pas assez d'argent, donc je fais tout mon nettoyage moi-même. D'abord, je vais vous dire que ce n'est pas parce que je fais du nettoyage que je me sens amoindrie. Je ne m'appelle pas une fée du logis, pas du tout. Je ne nettoie pas tous les jours non plus. Je nettoie quand il faut nettoyer. Bon, donc, je n'ai jamais considéré le nettoyage comme un travail dégradant. Bon, j'ai eu des chiens, j'ai ramassé leurs crottes, d'accord. Je ne sais pas si j'aimerais fort de ramasser les crottes d'autres chiens.
Bon, ok, ça je suis d'accord. Mais bon, à part ça. Alors, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. On parle ici de personnes qui n'ont pas de papier, d'accord? Qui sont ici depuis un certain temps, plusieurs années, qui travaillent. Comment pouvez-vous travailler si vous n'avez pas de papier? Voilà. C'est quelque chose que je ne parviens pas à comprendre. Ou alors c'est tout à fait en noir. Mais non, vous avez parlé des titres services et compagnie, donc comment vous trouvez le travail? C'est pas du noir. Non, mais le problème... No. Mais este suena mejor. Mais le problème qu'on est obligé à survivre, même dans notre pays, même ici, il n'y a pas le choix. Si toi tu es dans une situation irrégulière, tu dois sortir et l'unique travail que tu arrives à trouver, c'est faire le nettoyage. Et il n'y a pas le choix. Et ce n'est pas une idée que je suis ici, que je vais chercher peut-être dans un bureau. Je suis professeur d'art et je vais trouver dans une université un boulot comme ça parce qu'aujourd'hui, le gouvernement il a pris des décisions trop fortes avec la migration. Et tout le monde demande, mais pourquoi est-ce que tu travailles? Non, je ne travaille pas, je survivre. Je travaille juste pour dormir, pour manger, pas du tout pour faire un épargnement ou quelque chose comme ça. Mais je suis obligée de travailler ici, je suis obligée de travailler à Dubaï, je suis obligée de travailler à Égypte, à la Chine, à la Colombie, à Pérou. Il n'y a rien à faire et tu dois survivre et te débrouiller. C'est comme ça. En fait, il faut demander la question comment on est devenu dans cette situation. Comment on était arrivé pour aller travailler au noir. De toute façon, la plupart de nous, ils ont introduit une demande de régularisation. Et après des années et des années, entre le fils et la région, nos dossiers, je ne sais pas comment ils ont traité les dossiers, et d'un coup, on ne se retrouvait rien. Des années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous pensez vous allez partir dans votre pays d'origine, comme ça, les mains vides, c'est impossible. Et c'est pour cela, beaucoup de dames, ils ont de la famille là-bas, les enfants, leurs parents malades, ils n'ont pas les moyens pour financer tout ça. Et c'est pour cela ils ont resté ici pour travailler. Et comment? En cherchant. Par exemple, nous, les travailleuses sans papier, ne sont moins chères. Par exemple, si quelqu'un nous demande 5-6 euros par heure, on accepte, on n'a pas le choix. C'est pour cela qu'on est tombé dans ce piège-là. Par exemple, si le gouvernement nous accorde des moyens plus, satisfaisants, il nous régularise, ce ne sera pas comme ça la situation de toutes ces femmes-là. C'est pour cela qu'on est devenu dans cette situation. Et comment? C'est en cherchant. Et il y a aussi des amis, des familles qu'on connaisse, des copines qui disent, voilà, il y a une qui peut garder un enfant. Il y a par exemple, les titres services sont très, très chers. Comme vous disiez, vous n'avez pas l'argent. C'est trop, trop cher pour aller au titre service. C'est pour ça, les familles belges, elles se dirigent pour ces femmes-là qui sont sans papier. C'est pas tous exploitent ces femmes, mais les plupart l'exploitent. C'est pour cela, la situation est devenue comme ça. Et c'est ça, en fait, la réponse à votre question. Simplement vous dire un truc important, il me semble, c'est que sur la question de devoir travailler, pourquoi on travaille, etc., il faut savoir que les femmes, donc ça c'est un chiffre global, international, les femmes, elles renvoient environ 38% de leurs revenus au pays d'origine contre 17% pour les hommes. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment la question c'est vraiment un système global économique. Et donc, je trouve que Naïma a pointé un point je voudrais ajouter un point, c'est vraiment la division internationale du travail et sexuée du travail. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des personnes sans papier, on pourra baisser les salaires vers le bas, ce qu'on appelle le dumping social. Donc c'est pour ça que c'est hyper important voilà. Ça c'est plus sur la question de la lutte, de lutter ensemble. Voilà.
Et alors, juste chose aussi, je rappelle ce qu'avait dit Swazik, mais il y a des femmes qui arrivent avec un permis de travail en travaillant pour des familles de diplomates. Donc, elles partent avec c'est beaucoup le cas aux Philippines. Il y a même des agences de recrutement. On doit payer jusqu'à $1,000 pour pouvoir accéder à un travail. Donc, c'est fou. Et elles perdent leur papier parce qu'elles s'échappent de leur famille parce que c'est juste insupportable. Ou il n'y a plus l'employeur, les ambassadeurs ou ambassadrices restent en général 3 ans, puis partent et les femmes restent. Voilà, donc il y a plein de manières de tomber sans papier. Et il y a quand même aussi un truc que nous racontent les femmes, c'est que il y a aussi l'illusion de l'Europe, hein, c'est-à-dire qu'on part, voilà, c'est ce que des femmes m'ont rapporté. Je parle sous le contrôle de Naïma Ellis, mais voilà, il y a aussi de dire ça va aller mieux, tout va être bien en Europe, etc. Et puis c'est évidemment très très difficile. Voilà. Même allô, hola. Le problème, ce n'est pas faire un travail difficile. La situation, c'est plus compliqué, c'est les attitudes ou la manière, le comportement des gens. Parce que tu fais un travail difficile, tu le fais. Mais s'il y a des actions d'une manière agréable avec toi, mais le problème, c'est que les gens, avec ce travail, il y a une attitude très, très désagréable. Parce que je crois que c'est dans quelques métiers, quelques pays ou endroits, tu peux faire un travail difficile, mais s'il y a une ambiance, une nature, une situation agréable, tu le fais, tu la passes bien. Mais si tu dis, ah non, moi je demande d'aller chez Madame Ruth, oh mon Dieu, c'est très désagréable. Oh, tu vois, c'est une situation un peu comme ça. Il y a beaucoup de choses à parler de ça. Et je voulais ajouter une chose, parce que la plupart des femmes ici qui sont comme ça, elles sont qualifiées, elles étaient des professeurs, c'est tellement que de leur payer, ils n'avaient pas, comment dire, mal payé. Ils disent, par exemple, en Philippines, ils disaient qu'ils travaillaient, mais il n'arrive pas à, comment dire, ces enfants qui font les études, leurs parents qui sont malades, ils n'arrivent pas à tout à rémunérer. Ils disent, voilà, peut-être je vais aller en Belgique, le pays des droits, peut-être je vais chercher le meilleur et tout ça, et après quand il vient ici, il tombe dans un piège, il reste comme ça, et tout ce qu'il travaille, comme il dit, la chaîne, il garde les enfants d'un autre, il a laissé des enfants, des parents derrière elle, il garde des enfants des autres pour être rémunéré, et en plus, tout cet argent-là, il l'envoie chez sa famille d'origine, et comme ça, elle tombe comme ça, des années passent, et la femme, la santé part, et voilà, elle tombe dans la dépression, et voilà quoi. Et en plus, avec le gouvernement et tout ça, les femmes, elles sont, je sais pas, elles parlent toujours des sans-papiers hommes, elles parlent pas des sans-papiers femmes qui sont exploitées, qui en fait souffrent d'harcèlement, et il n'a pas le droit d'aller se plaindre à la police, il a peur d'être arrêté. C'est une chaîne de souffrance qui tourne en même temps. Et c'est pour cela, j'espère bien que l'invisibilité de ces femmes-là soit visible, et ils font une lumière pour ces femmes-là parce qu'ils sont oubliés malheureusement. Et voilà. Est-ce que l'Europe, enfin la Belgique entre autres, est-ce qu'elle s'adresse à ces pays d'origine en leur disant qu'il faut améliorer la condition Alors, moi, j'aimerais revenir déjà sur l'interpellation précédente pour apporter une précision. Ici, on a fait le focus sur plusieurs situations. Donc, il y a le statut de domestique qui est en train de bouger, les travailleuses en titre-service, et avec la Ligue des travailleuses domestiques, qui sont des femmes sans papier ici en Belgique. À savoir qu'évidemment, selon la situation dans laquelle je suis en tant que femme voulant travailler, je ne vais pas avoir accès à ces trois-là. Donc pour les titres-services, ce sont des personnes qui sont ici, qui sont belges ou qui sont ressortissantes de l'Union européenne et qui ont le droit de travailler en Belgique. Donc voilà, selon mon statut, je vais avoir accès ou pas. Et pareil pour les
le personnel domestique, là plutôt c'est des familles assez aisées qui vont se permettre de se payer quelqu'un à temps plein ou à mi-temps, mais donc sur des longues plages horaires. Donc là c'est encore au-dessus que les personnes qui peuvent se permettre les titres-services. On est à un autre niveau. Mais derrière ça, il y a des points communs. Si on adopte cette lunette de se dire, mais tiens, il y a des statuts différents et on peut les mettre en concurrence. Et parfois, c'est mis en concurrence. Une famille va réfléchir, est-ce qu'une famille aisée même va réfléchir, est-ce que j'embauche de manière légale, déclarée, une femme comme domestique dans ce statut-là, et alors je dois la payer au salaire minimal, c'est le minimum. Je peux faire des horaires maximum sans limite d'heures sup, donc il y a quand même plein d'avantages et tout. Mais si, à côté de ça, je peux faire appel à une femme qui est là sans papier, qui est dans une situation encore plus précaire et qui va devoir se contenter d'un salaire encore inférieur au minimum légal, qui ne va pas me dire non, mais là, il y a quand même trop d'heures sup, parce que si elle perd son emploi, elle n'a plus rien du tout, elle a zéro encore moins que rien. Ben, il y a des choix aussi, c'est horrible, mais des choix qui se font de ce niveau-là, à ce niveau-là, sur ce type d'argument, et avec du coup une mise en concurrence qui est faite. Mais quand on regarde prendre une lecture féministe et une lecture aussi en termes de classe par rapport à ces questions, et de comparer les différents statuts et de voir les points communs, ben, ça permet de se dire qu'en fait, il y a un problème avec tous. Et c'est pas parce que celui-ci est un peu mieux, parce que celui-ci est un peu mieux, mais tous, ils devraient être mieux. Et ce qui ne va pas au sein même, c'est la manière dont on perçoit le travail domestique globalement, socialement. Hein, je veux dire, l'image. Et ça, comment ça se traduit? Ben, que ça ne pose aucun problème de payer rien du tout quelque chose qui est essentiel. Ça ne pose aucun problème de mettre des dérogations dans le droit du travail, de permettre de travailler sans avoir droit à une pension. Aucun problème. Enfin, comment c'est possible? Donc, c'est pas en soi que le travail n'est pas bon ou n'a pas de valeur. Au contraire, c'est énorme ce qui est fait. C'est un savoir énorme qui est développé. Il y a aussi plein de techniques pour gagner du temps, pour ne pas se faire mal au dos, pour rendre nickel tel type de revêtements, de choses. Enfin, il y a tout un savoir. Et faire le ménage dans un domicile chez d'autres personnes que soi-même, c'est pas non plus la même chose. Chez moi, je le fais à ma manière. J'ai pas les mêmes demandes. Je dois pas répondre à des demandes. Je dois pas répondre à des contraintes. Je peux m'arranger sur mon degré de tolérance. Je peux me dire aujourd'hui, selon, hein, chacune a son degré de tolérance, mais je peux me dire aujourd'hui, j'ai pas envie de faire le ménage. La poussière, elle peut attendre. Quand je le fais au domicile de quelqu'un d'autre, ça, je ne peux pas. Je peux pas me dire aujourd'hui, j'ai mal. Je ne peux pas. Tout doit être nickel, non-stop, constamment. Et du coup, c'est autre chose. C'est un autre niveau et c'est un autre type de travail. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'est absolument pas reconnu. Et ça, on le voit, quel que soit le statut. Et c'est aussi pour ça que ces emplois sont si mal payés. Et là, il y a aussi un travail à revaloriser le boulot qui est fait. Et on peut même le revaloriser. Moi, je suis d'accord pour le boulot qu'on fait au quotidien et qu'on doit faire, parce que faire la poussière, même quand on n'en a pas envie, ou même si on attend 2 jours pour la faire, c'est quand même du boulot. Et c'est quand même important pour le bien vivre. Enfin, après, chacune son degré de tolérance, hein, je l'ai dit. Peut-être d'autres personnes aussi qui voudraient... parce que je joue aussi le rôle de micro-baladeur, comme vous le voyez. Donc, ouais. Oui. Ah, ok, d'accord. En fait, moi, ma question, justement, ça part de ce que vous venez de parler, c'est en effet comment, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour revaloriser justement ce travail? Enfin, je sais que c'est un peu une question énorme et que ça va sûrement prendre des années pour changer des perceptions qui sont tellement ancrées dans certaines, dans les choses, mais
vous voyez comment un peu changer, enfin, comment vous pensez. Moi, je trouve déjà le documentaire, d'ailleurs, qui est vraiment très... J'ai beaucoup aimé, donc merci de l'avoir partagé. Et surtout, pour moi, ce qui m'a pas mal percuté, c'est le zoom, les images des mains. On voit tellement Enfin, ça, c'est tellement fort, je trouve, et je me demande si ça, par exemple, c'est pas une façon aussi de revaloriser, je sais pas, et que ça doit partir aussi peut-être ce travail de revalorisation. Enfin, voilà, en fait, oui, je pars mais voilà, c'est un peu ma question. Je sais pas, j'ai pas d'idée moi-même. Je me demande déjà en effet si, comme vous avez dit, l'imaginaire de la fée et comment les entreprises des titres-services, si par exemple, si elles changeraient aussi leurs images et la façon dont, voilà, je sais pas si ça aussi, ce serait une façon de revaloriser, de pas faire, oui, enfin je sais pas, voilà, c'est un peu ma question. Je sais pas si vous êtes. Sinon, je peux commencer. Oui, je crois que c'est une vraie question, qu'il n'y a pas une seule réponse, sinon ça aurait été simple. Qui a sans doute plusieurs voies à prendre. Et pour ce qui est des travailleuses domestiques à l'emploi, oui, je pense que rendre visible l'invisible, donc ce qu'elles font dans le film, ce qu'on fait avec aussi une soirée comme celle-là, toutes les autres initiatives qui peut y avoir dans ce sens-là, ça permet ça, parce que sinon, c'est du boulot. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, on ne visibilise pas le travail, puisque c'est de maintenir l'état normal, c'est que ce soit nickel. Et donc, c'est quand c'est pas nickel, quand il y a de la poussière, qu'on s'en aperçoit. Mais non. Donc, ça ne visibilise pas le travail. Au contraire, ça l'invisibilise. En fait, l'état normal, c'est que ce soit crade, que ce soit habité, que ce soit... Et le travail, c'est de le rendre là au-dessus. Donc, il y a des choses qui sont faites. Comme c'est des boulots qui ont lieu derrière les murs, il y a peu de visibilité. Ça se fait aussi souvent seul ou dans les pièces en parallèle, où on essaye d'esquiver, en tout cas de pas aller passer l'aspirateur quand il y a quelqu'un dans la maison. Donc ça ne facilite pas cela. Donc de le mettre sur la place publique, d'en faire un sujet aussi, parce que longtemps, et là je fais le lien avec le travail domestique dans la sphère familiale, le travail domestique qui n'est pas délégué, que chacun fait, qu'on organise au sein du couple, qu'on organise au sein des familles. Ce travail domestique, longtemps, ça n'a pas été un sujet. Justement, on organise. Avant, on n'avait pas besoin de l'organiser parce que les normes étaient tellement là, tellement genrées que ça ne se discutait pas. Ça rentrait comme ça, on apprenait, on était éduqués pour que ça fasse partie du rôle de l'épouse ou de la fille en attendant qu'elle devienne épouse. Il n'y avait pas d'exception possible dans le chemin qui était tracé, même si dans la réalité, bien sûr, que toutes les filles ne deviennent pas épouses. Mais voilà, en faire un sujet, c'est déjà quelque chose d'énorme et qui sert à le montrer. Et en parler comme travail, c'est aussi quelque chose qui est relativement récent, qui est même dans la sphère quotidienne de tout un chacun, toute une chacune. Donc, et le rendre visible dans la sphère professionnelle, ça aussi c'est important. Mais quelque part, moi j'ai l'impression qu'avec une vision féministe, il y a un prolongement clairement de ce qui se joue dans la sphère familiale et ce qui se joue dans la sphère familiale quand on délègue. Et donc un travail invisible qui renforce un travail invisible. Et autre chose qui est importante, je pense que c'est les collectifs. Et ça, c'est le boulot aussi que vous faites à la Ligue, parce que les travailleuses, les travailleuses domestiques, les travailleuses du nettoyage aussi plus largement, ce sont des boulots où on est extrêmement isolé. On est peu en contact avec ses collègues parce qu'on est seul dans une famille, seul dans un domicile. Donc, on a très peu de moyens aussi de parler, de comparer les situations, de pouvoir se dire « Ah, mais si ça ne va pas »,
ah oui, ça ne va vraiment pas, et de pouvoir du coup en construire une parole politique quelque part, enfin politique au sens de, c'est pas juste moi je me plains des personnes qui m'emploient, ah oui je me plains mais j'ai des raisons de me plaindre et on a des raisons de se plaindre, et alors on peut en faire un sujet politique, c'est-à-dire un sujet dont on parle, un sujet qui permet d'interpeller, de dire au niveau des politiques, de porter des revendications pour faire changer la situation, pas seulement pour soi, mais plus largement. Et ce travail d'organisation, de se faire connaître, de s'organiser, de porter les situations, de créer des alliances aussi avec les syndicats, et qui sont la CSC aussi qui est présente derrière le travail de la Ligue. Mais voilà, c'est des travails, cette organisation, parce que cet isolement, il empêche tout ça et il invisibilise d'autant plus. Et il renforce aussi toutes les violences qu'il peut y avoir et ce qu'on peut tolérer ou pas. Donc oui, les abus, on me demande ça, et si on me demande ça et c'est pas dans le contrat de base, jusqu'où j'accepte. Alors est-ce que les crottes de chien c'est tout en haut ou c'est tout en bas, je ne sais pas. Mais voilà, c'est des choses, on est payé pour faire ça, et il y a un contrat qui est là, et quand on se voit demander de plus en plus, c'est aussi de pouvoir s'organiser collectivement qui va le permettre. Et dans les titres de service, c'est aussi quelque chose qu'on a. À Vie Féminine, on a travaillé avec des travailleuses particulièrement en titre-service, et lorsque ce système se mettait en place, et c'est quelque chose aussi qui revenait fort entre des entreprises où il y avait des réunions qui avaient lieu et des entreprises où il n'y avait pas de lieu collectif. Donc les travailleuses étaient envoyées au domicile, elles venaient rendre, à l'époque c'était pas des chèques électroniques, c'était des chèques encore papier, donc elles devaient rendre leur chèque à la fin du mois auprès de l'entreprise, mais c'était des rendez-vous individuels, et il y avait d'autres entreprises ou sociétés dans lesquelles il y avait des réunions mensuelles, il y avait des choses qui permettent d'échanger, de construire une parole et de rendre visible aussi ce qui se passe, et ça y contribue. Et sur les images, c'est la fée du logis. Et bon, j'espère que je ne vous ai pas trop choqué en disant qu'il fallait lui tordre le cou. En même temps, on les aime bien, les fées du logis. C'est pas ça, mais c'était vraiment cet aspect magique. Mais ça, je crois que les représentations, ouais, c'est ce qui dépasse, mais ça, on ne le voit même pas. En fait, si on ne les interroge pas, on ne le voit même pas. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quelque chose, oui, c'est positif, c'est un compliment. Si on me dit que je suis une fée du logis, je vais bien le prendre. Je vais me dire, ouais, c'est vrai, en plus, je suis contente, je suis fière d'être une fée du logis. Mais si on interroge, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose là derrière? Ouais, ok. Mais la fée du logis, elle a beaucoup de poudre, et ses potions, elle les fabrique elle-même. Voilà, on peut se réapproprier ces images aussi. Il y avait vous qui voulez réagir ensuite? Non. Sí, gracias. Sí, voy a descansar un poco así de la cabeza. Je vais traduire, c'est facile pour sa tête. De pronto, lo que puede crear una solución es que si hay una persona, una mujer que te ayuda en una tarea, Donc, si une des solutions, c'est s'il y a une personne qui t'aide dans tes tâches. Respétala, valórala. Donc respecte-la, valorise cette personne, valorise-la. No le recargues las tareas. Donc ne lui ajoute pas des tâches. Piensa que puede ser una hermana, piensa que puede ser tu mamá, piensa que puede ser un familiar. Pense que ça peut être ta sœur, ta mère, une personne de la famille. Y si tú puedes, págale lo que corresponde la hora. Et donc si tu peux, paie à ce qui correspond à l'heure. Enfin. Piensa que no es lo que te está regalando es cualquier cosa, es su vida, es su salud. Donc, ce qu'il faut penser, c'est que c'est pas un petit cadeau, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est la vie de cette personne qui est en jeu. Y es su salud la que está en juego, sus articulaciones, su espalda, su salud integral. Et donc c'est sa santé, c'est ses articulations qui sont en jeu. Eso es lo que puedes hacer como persona. Et donc ça, c'est ce qu'on peut faire comme personne. Merci. En réalité, je réfléchissais à la question que vous aviez posée, madame,
Et je pense avoir relevé en fait une autre question, c'est-à-dire comment se fait-il qu'aujourd'hui on puisse travailler en tant que sans-papiers dans un pays comme la Belgique. Je pense que c'est également, Swazik en a parlé tout à l'heure, face à une pénurie structurelle, les velléités politiques les amènent à fermer les yeux parce que effectivement ça leur profite qu'il y ait toute une main-d'œuvre corvéable à merci qui puisse remplir un rôle fondamental dans nos sociétés. C'est ce que font non seulement les femmes mais également les hommes sans papier lorsqu'ils reconstruisent nos métros par exemple. Oui, donc nous avons 2 militants qui avaient participé à la rénovation du tunnel Arlois par exemple, et une dizaine d'autres avaient travaillé sans papier également. Donc il y a aujourd'hui environ 150 000 sans-papiers sur notre territoire. L'Observatoire de la santé parle fin 2014 de 100 000 sans-papiers, mais depuis lors, dans la mesure où il y a 20 000 demandes d'asile par an et que plus de 60% d'entre elles sont rejetées, nous estimons aujourd'hui le chiffre à 150 000. Parallèlement, on estime qu'il y a environ 50% de femmes dans la population des personnes migrantes. Dans cette population, force est de constater que les femmes sont confinées dans l'espace domestique, comme beaucoup de femmes qui ne trouvent pas de travail. Il y a des personnes aujourd'hui racisées, discriminées, qui ne trouvent pas de travail non plus et qui gardent également nos enfants, nos parents et nos malades au noir. Je voulais relever également l'importance parfois d'utiliser certains mots plutôt que d'autres et notamment de parler de travail au noir plutôt que de travail illégal pour ne pas revenir justement à l'illégalité de la personne, du travailleur, et pour ramener plutôt la responsabilité vers le patron abuseur qui profite des failles de la législation pour pouvoir employer et exploiter justement des personnes qu'on peut nommer aujourd'hui les délocalisés de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que on peut délocaliser aujourd'hui toute une série de travaux, mais on ne peut pas envoyer nos enfants, nos parents ou nos malades en Chine, aux Philippines ou ailleurs. Et donc nous sommes forcés de trouver une alternative dans la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et les femmes migrantes, dans l'inconscient collectif, sont attachées à la sphère reproductive. Et c'est un autre élément que je voulais relever aujourd'hui. Quelque chose d'essentiel dans la lutte féministe notamment, c'est de relever que les femmes sont encore et toujours confinées dans un certain rôle social. C'est le rôle de la sphère reproductive. Donc on va s'occuper des enfants, des parents, justement, des malades. Mais par ailleurs, le travail domestique n'est pas comptabilisé dans la comptabilité nationale. Ce travail est invisibilisé également en termes de travail et de capital. Donc je me réfère ici à la comptabilité nationale. Et par ailleurs, il est important de se rappeler que ce qui est valorisé aujourd'hui dans nos sociétés, c'est le travail productif. Donc on parle de produire les richesses et non pas de reproduire les richesses. Or, aucun travail dans ce monde globalisé ne peut se faire sans le travail reproductif. C'est donc un travail, une condition sine qua non pour produire les richesses. Après, dans la société actuelle, où nous allons droit dans le mur parce que l'environnement est en train de s'étouffer dans les cendres que nous avons laissées consumer, il est important justement de pouvoir penser à un autre modèle de développement. Et je voulais ici me référer notamment à l'alternative pour la Ligue des travailleuses domestiques. Au-delà du respect de plein de choses qu'on peut demander d'un point de vue subjectif, les revendications qui ont été énoncées par la Ligue des travailleuses domestiques sont objectives et claires. Elles demandent non pas une régularisation, je pense que c'est important également de revenir sur ce mot, une régularisation one-shot, nous n'en avons pas besoin. Il nous faut changer la loi de 1980 sur le séjour. Et il nous faut des critères clairs et permanents pour permettre justement que toute une série de catégories sociales dans la population des migrants et des migrantes puissent avoir accès à de nouveaux passages. Hier, nous étions à la manifestation pour un accès sûr en fait
au-delà de nos frontières, puisque nous nous trouvons aujourd'hui dans l'un des pays qui composent l'Europe forteresse. Mais il nous faut aller plus loin, justement, et demander que si une personne se trouve sur notre territoire depuis 3 ans au moins, et que, donc, clairement, elle produit un ancrage durable sur notre territoire, a fortiori, si elle travaille et qu'elle garde nos enfants, nos parents, nos malades, ou qu'ils travaillent dans le bâtiment, parce que nous assistons aujourd'hui à une ethnostratification sexuée du marché du travail, c'est-à-dire que les femmes sont confinées dans l'espace domestique, et par contre, les hommes, comme je l'ai dit, se trouvent dans la construction ou le transport. Étant donné toutes ces considérations, nous adossons notre travail, avec la Ligue des travailleuses domestiques, à une revendication qui est portée au travers d'un lobby politique. Et donc, la Ligue fait partie de la délégation au sein du comité des travailleurs et travailleuses migrants avec et sans papier de la CSC Bruxelles, lorsqu'elle rencontre des ministres de l'Emploi, des ministres présidents, et qu'elle demande, non pas par charité, mais dans un objectif d'égalité de droit et de justice, que le travail soit reconnu. Et donc, quand on dit que le travail domestique, avec une large définition, doit se retrouver dans la liste des métiers en pénurie, ce n'est pas pour que les femmes se retrouvent confinées dans cet espace-là, mais pour qu'une fois reconnues à travers cet espace-là, elles puissent avoir accès à l'auto-émancipation qui leur est aujourd'hui refusée à travers une construction de la légalité et de l'illégalité. C'est pourquoi j'estime qu'il y a certains mots qu'on ne peut pas utiliser nous-mêmes dans une perspective intersectionnelle contre justement le classisme, le racisme et le sexisme, qui pour moi n'est pas un bon mot non plus, puisque le patriarcat va bien au-delà du sexisme en réalité. On pourra poursuivre sur, en tout cas, ce dernier point, je pense, après cette rencontre. Moi, je voulais rebondir sur... merci, Eva, pour ton intervention. Je voulais rebondir sur un point aussi qui fait écho avec la question précédente. En effet, c'est la dénaturalisation des tâches du travail domestique. Donc, de ne pas le voir. Donc, aujourd'hui, ça semble peut-être évident, mais pas tant que ça. Donc, de ne pas le rattacher. C'est pas quelque chose de naturel de savoir repasser, de savoir faire le ménage, de savoir. C'est une construction, c'est un apprentissage qu'il y a derrière. Donc, même quand on le fait pour soi-même, quand on le fait au sein de la famille, au sein du couple. Donc, c'est pour ça que tout le monde peut, hommes comme femmes, peuvent y avoir accès et peuvent avoir les mêmes compétences dans ce niveau-là. C'est pour ça aussi que c'est partageable. Et c'est aussi une construction, et encore une construction plus loin, et des compétences acquises plus loin, quand on doit apprendre à le faire pour d'autres personnes. Ça, j'en ai parlé précédemment. Et ça, c'est quelque chose à faire. Et aussi du côté du soin des enfants ou du soin des personnes dépendantes. Et ni quelque chose de naturel en termes de homme-femme, ni quelque chose de naturel en termes de la nationalité que peut avoir la femme ou son pays d'origine, parce qu'il y a eu comme ça aussi un racisme assez fort qui a lieu dans le choix des nounous ou des personnes qui vont travailler, où on va se dire plutôt une femme de telle origine ou qui vient de tel pays parce que elle est comme ça, avec des stéréotypes qui sont activés et qui ne sont pas fondés. Donc ça aussi, le déconstruire, et plus de l'amener en termes de bagage qui est là, de bagage qui peut être déployé, et ça permet aussi de valoriser ce bagage. Donc c'est aussi une piste qui peut être poursuivie. Et puis une autre chose sur laquelle je voulais épingler, et ce sera sans doute la dernière là, c'est bien rappeler, quand on externalise les tâches, ou quand on délègue des tâches à d'autres personnes qui sont dans une situation moins favorable que la nôtre, et ça, donc j'ai parlé de familles aisées, mais ça peut être de ménages moyens avec les titres services ou d'autres. En fait, c'est pas, quel que soit, ça veut pas dire qu'on est forcément aisé là-dessus, mais quand on externalise, c'est pas non plus une manière de parvenir à plus d'égalité homme-femme.
Donc ça peut être une solution parce qu'il faut s'en sortir et qu'on a beaucoup à gérer et qu'on est sous pression. Donc là, voilà, il faut faire avec. Mais là, je critique en fait, je tordre le cou à une autre représentation, c'est celle des titres-services qui sont faits pour une meilleure conciliation, puisque ça c'était un argument qui était mis en avant. Alors conciliation, là aussi, on pourrait faire un débat sur ce mot. Je l'emploie ici parce que je pense que tout le monde peut voir de quoi il s'agit. Est-ce que ça permet cela? Déjà, est-ce que ça permet de mieux jongler avec les différents temps de vie? Pour qui au sein du couple? Donc bien souvent, les personnes qui sont de l'autre côté, les clientes des titres-services, qui vont donner les instructions, qui vont accueillir la travailleuse, ça reste encore des femmes. Donc ça veut dire de quelque chose de qui va déléguer ou externaliser. C'est aussi pas en termes d'égalité. Oui, à qui ça allège le travail, même en tant que femme? Pour la travailleuse, qu'est-ce que ça donne? Pour elle, ça n'a rien résolu. Au contraire, si elle a en plus des déplacements pour aller sur son lieu de travail. Donc ça, c'est à voir aussi. Et ce que je citais tout à l'heure avec le travail de François-Xavier Devetter, c'est de voir qu'est-ce que ça donne aussi, qu'est-ce que ça change pour les tâches qui ne sont pas externalisées. Parce que dans le cadre des titres-services ou des chèques-services en France, c'est seulement quelques heures, il reste quand même. Tiens, comment ça se répartit là-dessus? Et on peut voir aussi d'autres études qui comparaient les situations entre colocataires et les situations donc de partage de qui faisait quoi dans des colocations et de qui faisait quoi juste après une mise en couple, et des changements qui se produisaient avec des rapports, des partages beaucoup plus égalitaires au sein des colocations. Donc si, d'autres pistes qui sont là, mais c'est aussi pour tordre le cou à ce discours sur la conciliation que ça permet. Donc ça allège des choses pour certaines personnes, mais ce n'est pas non plus la baguette magique pour l'égalité, et sans doute pas, loin s'en faut, pour certaines. Magali, tu m'avais demandé la parole parce que je vois que l'heure arrive et que tu me parlais de rendez-vous à venir, c'est ça? D'abord plus sur l'aspect politique du travail domestique. Et je passerai la parole après à Lise, Naïma, pour les appels aux actions. Mais bon, le 8 mars, donc dimanche prochain, un des éléments qu'on a commencé à voir en Amérique latine, en Argentine notamment, c'est si les femmes s'arrêtent, le monde s'écroule. Et donc voilà, je pense que ça rejoint ce que disait Eva sur le rôle reproductif. Et donc, on voit quand même une émergence, je dirais, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, sur cette notion du travail gratuit ou rémunéré. Voilà. Donc je pense que ça, le fait, on parle aussi du collectif 8 mars qui fait la grève, la grève du travail domestique. Voilà, je pense que ça touche la question politique de mettre en avant l'importance de ce travail domestique qui est non rémunéré, non reconnu, etc., etc. Donc ça, je voulais insister là-dessus, et je pense que il me semble quelque chose d'assez nouveau dans les 2-3 dernières années. Voilà, mais je voulais passer la parole à Lise pour dimanche. Sí. No sé si esto funciona bien. Hola. Sí, soy yo que no me escucho. Los invitamos para que nos acompañen, nos apoyen el 8 de marzo. Vamos a marchar, a dar a conocer nuestras reivindicaciones. También vamos a estar de la mano de Sin TV en una pequeña transmisión en vivo. Y bueno, para la gente que se quiera unir, bienvenida el 8 de marzo. Alors, Lise invite à la rejoindre le 8 mars, donc dimanche. Donc, j'ajoute, c'est à 13h30 devant la gare centrale. Vous trouverez toutes les infos sur le site Facebook de MOC Bruxelles. Donc voilà, c'est sous le porche en face de la gare centrale. Donc ça, c'est à 13h30. Et venez avec des casseroles et du violet, et voilà, etc. Et alors, Lise a aussi fait mention de Zine TV. Donc c'est une web télé associative. Et donc tout le premier volet, donc ça je l'ajoute, Lise, je ne traduis pas, je l'ajoute. Tout le premier volet va justement parler du travail domestique. Donc ce sera une émission en direct avec un studio sur la place. Et voilà. Et donc notamment le premier volet va être consacré au travail domestique. Et voilà. Donc vous pouvez soit le suivre sur place en direct, soit à partir de votre ordinateur. Voilà. Voilà. C'est tout. Juste, je veux dire, mon dernier mot, c'est grâce à vous, grâce à vos soutiens, la lutte continue.
Et ces femmes-là, j'espère qu'elles vont avoir quelque chose, qui soit visible et que l'État ou le gouvernement pense à ces femmes-là et ils peuvent avoir même à moitié de leurs droits, même si c'est difficile avec ce gouvernement et cette politique. Pardon? Il n'y a pas de gouvernement. Mais oui. Et alors, je rappelle, merci à vous d'être venus, mais j'aimerais vraiment remercier Naïma et Lise et la Ligue des travailleuses domestiques d'être présentes avec Magali, Eva et toutes les autres derrière, et vraiment les remercier parce que c'est un énorme boulot aussi que vous faites, c'est de pouvoir aussi être présente ce soir et de se dégager du temps pour être ici. C'est aussi super important et j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse pour ça.